Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry pour cette 3e saison. Goodberry Podcast, c'est toujours une conversation avec des personnes inspirantes résidant en Berry pour évoquer leur parcours, leur réussite ou leurs difficultés et l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. J'ai le grand plaisir d'accueillir Emmanuel Cross, guide touristique à Zelferon. Emmanuel n'a pas de GPS dans sa voiture, mais une carte. Alors il se perd assez souvent, et c'est bien là l'essentiel pour dénicher des pépites touristiques. C'est à Carcassonne qu'il prend le goût d'être guide, mais aujourd'hui il partage sa passion dans des endroits moins fréquentés par le tourisme de masse, où il peut transmettre son amour de l'histoire locale. Nourri aux aventures de Tintin, Emmanuel a fait du trek au Machu Picchu, gardé des moutons en Nouvelle-Zélande, fait un peu de com au Pérou. Il a donc cette curiosité qui est pour moi la plus grande des qualités. On a parlé d'Azelferon, du Vatican, de rugby, mais également de Nougaro, des frères Buller, de marathon et du Berry aussi. Merci au bar L'Agora d'Argenton-sur-Creuse pour leur accueil très sympa pour l'enregistrement. Je vous embarque donc à la découverte d'Emmanuel Cross, un voyageur d'histoire. Goodberry, c'est parti. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Bienvenue sur Goodberry. Merci. J'ai une première question pour entrer dans le vif du sujet, Oui, Emmanuel. Effectivement. Quel est le dernier monument que toi t'as visité ? Le dernier monument que j'ai visité, Ouais. C'est un monument et en plus il me plaît beaucoup. Ça, c'est au Lourou, la commune de Le Lourou. C'est en Sud-Touraine et donc j'y suis passé il y a 2 jours à peine. Et c'est un prieuré qui est absolument magnifique. Il y a un pigeonnier qui est dans un état splendide, avec des pigeons à l'intérieur d'ailleurs, j'ai pu le constater à mes dépens. Et cet endroit est totalement ignoré en fait. Je pense qu'il y a des gens qui passent par cette petite route, mais donc j'ai pu me balader, j'étais absolument tout seul bien entendu. Il y a une maison de pays juste à côté, avec Babette, dont j'ai fait la connaissance. C'est une dame qui est à la retraite, en tout cas ça c'est certain, et puis qui se consacre à ça, qui s'échine pour essayer de faire connaître, pour essayer de faire visiter, mais bon, elle me dit que c'est un peu délicat. Et bénévole, bien entendu. Ouais, bien sûr. Et comment tu découvres ces lieux ? Il se trouve que en ce moment, je roule beaucoup. C'est pas très bon pour mes économies, mais je me déplace pas mal en voiture et par exemple, j'ai pas d'électronique dans la voiture, donc en fait je suis à la carte, une carte papier quoi, et donc en fait je me perds assez souvent, ce qui est le but du jeu, et donc je trouve des endroits comme ça. Et tu t'arrêtes ? Et bien sûr que je m'arrête. Et tu Il visites ? faut avoir le temps quoi. Je suis moi toujours dans le slow tourisme de plus en plus. Ok. Donc nous on s'était rencontrés au château de Valençay Absolument. lors d'une visite que j'avais adorée. Merci. Tu te souviens toi de ta première visite en tant que guide ? La première que tu as organisée ? Alors j'ai commencé vraiment à travailler comme guide. J'ai fait une formation déjà pour être guide conférencier là, il y a maintenant 5 ans. Mais j'avais déjà fait des visites auparavant à Carcassonne, dont j'ai une partie d'origine de ma famille côté paternel. Et donc à Carcassonne, c'était visite de la ville. Alors il y a tellement de choses à raconter que il faut picorer. Il y a des ficelles à tirer dans tous les sens. Et donc c'était plutôt assez simple. Enfin moi je me suis toujours bien senti en public. Je m'en souviens vaguement de la première visite parce qu'elle avait rien de plus que d'autres. Faut travailler avant, c'est pas un problème puisque quand on s'y intéresse à l'histoire, au terroir, enfin ces choses que les visiteurs veulent connaître, et en fait c'est plus pour ma gouverne personnelle, pour ma culture personnelle, puis ensuite je transmets quoi. Donc j'en ai pas un souvenir, je me suis pas planté, j'ai rien fait d'extraordinaire. Tu t'es pas perdu ? Ah non, ça je me suis pas perdu, non, pas dans la cité de Carcassonne, non. Comment on fait pour intéresser tout un groupe ? J'imagine que dans un groupe, tu as des enfants, tu as des parents, tu as des seniors. Ouais, il faut s'adresser un peu à chacun, ça c'est sûr. Je rebondis sur le fait des enfants. Ça, les enfants, si je fais dans ce qui m'intéresse, ils vont vite être mis de côté. Si je parle d'architecture, d'histoire, les pauvres. Par contre, je vais de temps à autre venir les reprendre en parlant de chevaliers, de princesses, de choses comme ça, quand il s'agit de petits. Ensuite, en fonction des âges, ils commencent déjà à s'intéresser pour certains. J'ai vu d'ailleurs des gosses qui étaient carrément hyper intéressants, qui avaient vraiment un intérêt pour l'histoire qui était bluffant. Donc il faut s'adresser à chacun
Je pense que c'est comme dans... On a un public, hein, c'est comme dans un spectacle. Hein, Ouais, c'est une pièce de théâtre. Voilà. À la différence près que là, on peut vraiment les regarder dans les yeux et puis s'approcher, donner des intonations. Enfin, on est au milieu du public, quoi, en fait. Et donc, c'est quand même beaucoup plus simple pour s'adresser à chacun. Mais il faut vraiment le eye contact, notamment. Le contact visuel est très important. Quand tu commences une visite dans un nouveau lieu, comment tu fais? Tu répètes? Oh non, je répète pas. J'ai la chance d'avoir, enfin, ça correspond à ma personnalité. Quand je faisais des études à Limoges, il y a donc maintenant un certain temps, mais c'était dans les milieux des années 80, j'avais fait de la ligue d'impro. Et donc, il y a des techniques aussi. Donc, je ressens pas le besoin de répéter. Pour pas avoir de trous, bon, il y a Internet maintenant par le réseau, hein, mais ça, je m'en sers pratiquement jamais. Par contre, j'ai des fiches sur les choses les plus importantes à dire, que j'ai en général au début, mais fréquemment, je les oublie, même pour les premières visites. En tout cas, non, je ne répète pas. Il faut simplement être capable d'accepter le fait qu'on ne sache pas quelque chose et promettre par contre de se renseigner et puis garder le contact éventuel pour donner de l'information ultérieurement. Ça arrive souvent que des gens te posent des questions dont tu n'as pas la réponse? C'est là où la culture générale joue un rôle essentiel. C'est qu'en fait, même si j'ai pas la réponse précise, ça m'est arrivé encore hier, puisque là maintenant je travaille en partie à Azelferron. Des gens me posent une question sur la teneur en cuivre des cuivres de la cuisine. Ah bah oui, c'est très précis, mais je suis très précis. Ce qui fait que j'ai pu leur répondre, mais de manière assez... avec un éventail, quoi. Voilà. Je leur ai parlé de cuivre jaune, de cuivre rouge, et l'affaire est passée très bien. Les gens ont eu une partie de réponse, en tout cas, à leur interrogation. Il y a des visites en anglais? Bien sûr. Là, il faut aussi improviser, parce que là, pour le coup, rien n'est écrit... Ça part un petit peu plus dans des dérives, mais voilà, je fais ça en espagnol aussi. Super. Quelle qualité principale il faut avoir pour être guide? Il faut être à l'aise en public, je pense. Il y a une qualité, il faut vraiment ça. Ça me paraît évident. Il faut pas être timide, il faut aimer à transmettre. Parce que ça, c'est ça mon objectif, en fait. Bien sûr qu'il y a la gratification d'avoir des gens qui vous remercient à la fin, quelle que soit la manière, mais qui vous disent mais c'est extraordinaire, ce château, cet endroit, puisque je me consacre plutôt à des endroits peu connus, je vais pas aller me surajouter sur des grands sites que tout le monde va voir et où il y a pléthore de guides et de compétences. Bien sûr que là aussi c'est important d'avoir fait un travail en amont pour faire connaître un endroit. Et ça, voilà, la qualité, il faut déjà aussi avoir envie de travailler. Mais ça, quand on aime, je pense qu'on compte pas son temps. Hein. Et tu parles d'Azelferron. Oui. Qu'est-ce qui étonne les visiteurs à Azel? Ce sont les collections à l'intérieur. Franchement, si j'y suis, c'est aussi pour ça. C'est pour étudier ces collections. Il y a des tapisseries, mobilier absolument fabuleuses. Hein. Alors fabuleuses pour l'endroit. Hein. Sinon, il n'y a pas longtemps, j'étais au Vatican. Bon, voilà, comparons ce qui est comparable. Mais il y a vraiment des très très belles pièces dans un état de conservation magnifique. C'est particulièrement impressionnant. D'accord. Est-ce que tu as eu des questions surprenantes de la part de visiteurs? Celles qui sont surprenantes, c'est plutôt celles qui sont à titre personnel. Alors que moi, je me mets pas en avant, c'est pas le but du jeu. Et quand on me demande justement, mais vous travaillez ici, enfin, quand on s'intéresse à moi, ça c'est pas là non plus, ça va pas me déstabiliser, mais enfin, je vois pas trop. C'est pas le sujet. Je ne suis pas le sujet de mes visites, quoi. Ouais. J'imagine que tu continues à apprendre tout le temps des monuments où tu travailles. Oui, bien sûr. Ah oui, absolument. Tu travailles comment? Avec des bouquins, le net? Je travaille beaucoup sur le terrain. Beaucoup sur le terrain. Et en fait, je me pose... je crois être assez monsieur tout le monde. Et en fait, je pense que je me pose les mêmes questions que la plupart des gens. Ce qui fait que je vais sur le terrain, je regarde autour de moi. Je regarde beaucoup. C'est quand même très visuel, les visites. Hein. C'est vraiment la base. On parle de ce que l'on voit et uniquement, ou pratiquement. Et à partir de ces questions que je me pose, je fais des recherches. Je lis aussi des bouquins, ça c'est sûr, mais là on en revient à la culture générale. Je lis pas des bouquins forcément sur un site ou autre, sauf quand je suis en train vraiment d'affiner, peaufiner une visite, quoi, une excursion. Et petit, tu as fait beaucoup de visites? Quand j'étais gamin, non. Mes parents partaient en voyage, mais sans nous, sans les enfants, et en fait on faisait pas de visite avec eux. Pas vraiment, non. Il n'y a pas un souvenir de gamin que tu retiens en disant tiens, j'avais visité là, ça et...
Si, mais ça a plutôt rien à voir puisque c'était dans un parc animalier et j'étais vénère parce que mon frère avait pu aller caresser des guépards et pas moi. Question d'âge. Mais donc ça n'avait rien à voir avec les monuments, quoi que ce soit. D'accord. Tiens, en parlant de monuments, c'est un peu décousu comme discussion, mais c'est souvent comme ça. Quels sont tes 3 monuments préférés, toi ? Oula, alors ça... parce que j'y suis retourné il n'y a pas longtemps, le Vatican, c'est à pleurer en fait, tellement c'est beau. Saint-Pierre ? Non, pas Saint-Pierre, non, pas Saint-Pierre, les musées, oui. Les musées du Vatican, c'est tellement magnifique, il y a tellement de travail, c'est incroyable. Et bon, c'est décousu, comme tu dis, donc ça va pas forcément mes 3 préférés, mais c'est les premiers qui me viennent à l'esprit, alors donc je suis pas sûr qu'il y ait un rapport, mais je me souviens le Neuschwanstein, un des châteaux qu'a fait construire Louis II de Bavière, qui est très inspirant pour Disney, le château de Cendrillon. Et contrairement, c'est pas Rini-Hussé autant que je sache, mais et ce château, il est à flanc de montagne, dans la forêt noire. Il est, en fonction de l'endroit d'où on l'observe, il est caché ou incroyablement mis en valeur. Puis c'est un château de conte de fées. Hein, c'est bien comme ça d'ailleurs que Louis II de Bavière l'avait imaginé. Un troisième, Machu Picchu. Ah oui. Machu Picchu, ah oui, j'ai des très bons souvenirs. J'y suis allé plusieurs fois, à l'époque où évidemment il n'y avait pas besoin de réserver, où j'y suis arrivé d'ailleurs 2 fois à pied, en tréquant, une fois par la montagne. Alors là, c'est un souvenir extraordinaire. À pied, tu peux nous raconter ça ? Oui, c'était en partant de Cusco. Et je crois qu'on avait pris notre temps avec 2 copains, mais des gars rencontrés sur place, 2 Chiliens, dont un copain d'enfance, et dont un des 2 vivait à New York. Ils s'étaient promis de faire ce voyage ensemble, et puis bon, on s'est rencontrés dans une fête à Cusco, et on est parti le lendemain, et on a fait, je crois que c'était 4 ou 5 jours, parce qu'on a pris notre temps, on a fait des détours, et quand on est arrivé, finalement... l'expression, le voyage, c'est le chemin, c'est pas la destination. Et effectivement, quasiment la destination, c'est pas que on l'avait oublié quand même, mais elle m'a prise par surprise. C'est arrivé par la Puerta del Sol, la porte du soleil, au-dessus du Machu Picchu, il y avait des nuages. Et à ce moment-là, c'est mon souvenir, ça vaut ce que ça vaut, mais percé de rayons de soleil à travers les nuages qui éclairent le site, et c'était fabuleux. Là, pour le coup, c'était à pleurer. C'était à pleurer. Donc, tu as un goût pour l'histoire, ça on le sait, mais tu as ce goût pour les voyages aussi ? Ah oui, oula, oui. Ah oui, ça. Mais la découverte, en fait. Pour moi, c'est la même chose, c'est la découverte. Mais je m'intéresse à énormément de choses parce que c'est découvrir. Alors bon, je suis moins bon en mathématiques ou de trucs comme ça. Alors que pourtant... de temps à autre, quand des gens doués savent m'expliquer à quoi ça va concrètement servir, parce que je suis quand même terre à terre. D'ailleurs, terre à terre, voilà, je visite la terre. Et puis, là, pour le coup, nourri à Tintin, les aventures de Tintin. Ah oui, ça c'est c'est la génération de beaucoup, mais c'est entre autres la mienne. L'album préféré ? De Tintin, peut-être L'étoile mystérieuse. Voilà, j'aime bien ça. Mais il y avait aussi avec Vol 741 pour Sydney. Là, c'est l'histoire d'extraterrestres. C'est la fin de carrière d'Hergé où il commence à partir sur des choses. C'est les années 70. Ouais, c'est ça, dont il n'avait pas vraiment l'habitude. En matière de BD, c'est Edgar Pays de Jacobs que j'adore aussi. Ça, c'était Black and Mortimer. Ça, c'est toujours le mystère et aussi donc l'aventure. Bon, moi pour Tintin, c'est le Sceptre d'Ottokar, le préféré. D'accord. Tiens donc. Toi qui travailles beaucoup sur l'histoire, quelle est ta période préférée ? J'ai pas de préférence, parce que c'est un continuum. Pour moi, l'histoire, c'est un continuum. Mais s'il y a une période où tu te disais, tiens, là, ça aurait été chouette de vivre cette période. Alors déjà, quel que soit... Je suis de formation économique, donc moi, ma première réflexion, c'est quelle que soit l'époque, il fallait être du bon côté du manche de la cognée, ça c'est sûr. C'est pas faux. Ouais. Ensuite, il y a de l'intérêt vraiment en tout, mais il y a tout ce qui est la période 18e, 19e pour toutes les découvertes scientifiques. Alors ça va aussi avec la colonisation, ça va aussi avec l'industrialisation, donc la pollution. Mais bon, pour la découverte de notre environnement. D'accord. Comment t'es arrivé à ce métier de guide ? Oula, alors là j'ai mis du temps. C'est ma
troisième carrière, ou même je peux dire, peut-être même plus. Au début, j'ai travaillé dans la pub. Bon, c'est pas très gratifiant pour le coup. Dans la pub, c'est-à-dire en agence ? Oui, c'était une petite agence. Alors j'ai travaillé dans de la pub par l'objet parce que pour le coup la pub de grands médias était déjà bien occupée, mais de toute façon j'avais pas l'intention de percer là-dedans. Dans la région, t'as travaillé ? Ah non, c'était à Paris. C'était à Paris. La pub par l'objet, voilà, c'est des gratifications. Bon, maintenant ça existe quasiment plus puisqu'on peut plus faire de gros cadeaux ni rien du tout, mais la pub en elle-même, c'est quand même de la manipulation. Donc, au bout d'un moment, tu t'aperçois d'ailleurs, pour avoir fait des stages, pour avoir travaillé avec des collègues, des créatifs et autres, que c'est pas compliqué de manipuler malheureusement nos semblables. Donc, au final, c'est pas très gratifiant. Donc, voilà, j'avais travaillé déjà dans des secteurs un petit peu périphériques. Et puis après, bon, j'ai fait tout autre chose. J'ai bossé surtout dans les énergies renouvelables pendant une bonne quinzaine d'années. Là, c'était pas gratifiant là pour le coup non plus, parce que très difficile de convaincre qui que ce soit. En termes commerciaux ? Oui. Je développais en tant que salarié, puis ensuite j'ai travaillé à mon propre compte pour développer des sites. Alors en tant que salarié, c'était pour des éoliennes. Trop gros risques financiers sinon, et après j'ai fait des centrales solaires, développer des centrales solaires. Donc je n'investissais pas mes propres deniers dans tout ce qui était mise en place du matériel et exploitation. C'était là en amont. Mais bon, j'ai failli y perdre plus que ma chemise. Et puis on a affaire essentiellement à des opposants. Donc là aussi, c'était pas très gratifiant. Ça m'a fatigué. Et donc après, j'ai mis 4 bonnes années pour à me demander qu'est-ce que je devais faire comme nouveau boulot. Et la conclusion, ça a été conclusion économique, financière, et puis d'intérêt, faire quelque chose qui allait m'emmener au-delà de ma retraite, puisque je suis pas certain d'en avoir une, ou en tout cas pas très fournie, et pouvoir avoir un métier que je continuerai au-delà de mes 60 ou 65 ans, c'est le débat actuel, on verra. Alors déjà, il m'a fallu un peu de temps pour me remettre de mes émotions, parce que j'avais vraiment failli mettre la clé sous la porte et tout perdre avec le développement solaire. Et donc il a fallu digérer un peu tout ça. Et puis après, le bilan de compétences, je me le suis fait moi-même en prenant mon temps, en partant en voyage. Et comme quoi, là on en parle maintenant parce que tout ça est derrière nous. C'était pas si évident que ça, quoi, en fait. Ça m'est pas venu du tout comme ça, naturellement. Et puis après, en rassemblant les morceaux, je me suis dit, mais en fait, tu es à l'aise en public. Enfin, ce qu'on a déjà évoqué un petit peu plus en amont là, de l'entretien. Voilà, tu es à l'aise en public, il n'y a pas d'investissement important, tu adores l'histoire, te déplacer est un plaisir, tu aimes les gens, quoi, en fait. Là, je vais faire une prestation avec un groupe. On m'a dit c'est des agriculteurs, alors j'ai révisé un peu mes connaissances en agriculture de la région, parce que c'est dans le nord de l'Indre, et puis et voilà, ça va être un plaisir de discuter avec eux, et eux, ils vont m'apporter en plus des choses, quoi. Qu'est-ce que tu retiens de ces années de business ? Là, c'est pas forcément très positif, c'est gros stress. Hein. Gros stress, ouais, c'était... Oulala. Il y a vraiment des moments où je me suis vu fini... financièrement, quoi. Bon, ensuite, on peut toujours rebondir, mais ouais, il y a ça. Et puis sinon, des bons contacts. Parce que finalement, en tant que commercial, là aussi, on se vend un peu soi-même. Hein. Et donc, il y avait des gens avec qui ça passait très bien. Bon, il y a des gens, forcément, avec qui ça passe pas. D'autres qui ne sont pas en attente de quelqu'un qui soit expansif, qui veulent de la technique ou voilà, je sais quoi. Mais voilà, il y a 2 aspects très différents, beaucoup de stress et malgré tout le charme de rencontrer des gens intéressants. Et petit, tu t'intéressais à l'histoire ? Oui. Tes années collège, lycée j'étais un bon élève, même si j'étais plutôt, malgré tout, au fond de la classe, près de la fenêtre et du radiateur, mais en fait j'étais bon quand même. Hein. Et notamment en histoire. Bon, j'étais un peu foutraque dans ma tête, puisque... Il faut dire aussi qu'à l'époque, je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui d'ailleurs, l'histoire étant de moins en moins enseignée, en tout cas pas longtemps, et je pense que ça doit être encore pire. Et il faut apprendre des dates à la vitesse grand V sans avoir beaucoup de référentiels chronologiques, et ça, j'y arrivais pas à l'époque.
Et donc mes profs successifs avaient bien identifié que j'avais du potentiel, quoi. Et j'aimais beaucoup ça, ouais. À cette époque, est-ce qu'il y a un personnage historique qui t'avait marqué ? Alors, Napoléon, c'est un personnage central, j'en ai encore parlé hier, avec des Anglais, pour en plaisanter. Oui, non, mais... Et le gars me disait qu'il adorait Napoléon. Je lui dis vous devriez préférer Wellington ou Nelson, je sais pas. Il me dit non. Bon, on n'a pas épilogué sur ses choix, mais Napoléon, et c'est pas pour l'admirer. Pour moi, il a toujours été présenté comme un parangon là de la représentation française. Bon, il y a quand même il faut mettre beaucoup d'eau dans son vin. C'est quand même quelqu'un qui a, pour ses ambitions personnelles, a fait massacrer des centaines de milliers de personnes, qui a mis un bazar pas possible partout en Europe. Bon, voilà. Mais c'est riche, c'est quelqu'un qui, récemment étant allé en Corse, aussi j'en ai parlé avec des Corses, qui, pour ceux que j'ai rencontrés, sont pas très favorables, forcément, puisque c'était un nationaliste français. Donc pour la Corse, c'était pas très intéressant. Mais voilà, c'est un personnage complexe, mais donc, pour en venir précisément à la question, quand j'étais gamin à l'école, je me posais déjà des questions parce que je voyais bien qu'on parlait de dates, de batailles, machin. Et moi, dans ma tête, je comptais les morts. Je me disais, mais pourquoi on parle que de ce gars-là ? C'est pas formidable ce qu'il a fait, je trouve pas ça formidable. Malheureusement, il est vrai qu'à l'époque, on insistait beaucoup trop sur les dates des batailles, les conquêtes. J'espère qu'aujourd'hui, avec le peu de cours qui restent, on insiste plus sur ce qu'il a pu faire, le code civil, avec tous les défauts qu'il y avait dedans. Mais c'est aussi un bâtisseur, quoi. Personnage contrasté. Mais bon, dont on nous avait rebattu les oreilles. Sinon, aujourd'hui, je dirais Henri Laborie. Mais là, quand j'étais gamin, j'avais pas encore tout lu. Henri Laborie. Henri Laborie, oui, c'était un chirurgien... neurologue, je suis pas sûr d'être dans la bonne description du personnage, mais en tout cas c'est un type qui a travaillé sur les premiers neuroleptiques, si je me souviens bien. Mais il a surtout une vision du monde qui est absolument incroyable. Faut lire ses bouquins, La Nouvelle Grille, si je ne me trompe pas, La Nouvelle Grille, il y a Dieu ne joue pas au dé ou des choses comme ça, où il vulgarise très bien le fait que nous, humains, on n'a pas de libre arbitre à proprement parler. En fait, on est le résultat d'une chimie organique qui ne prend pas des décisions, on ne peut pas appeler ça des décisions, mais qui nous oriente tellement qu'au final les décisions ne sont pas vraiment difficiles à prendre. Okay. Et quand j'étais gamin, j'adorais le foot, il y avait Cruyff, Johan Cruyff. Ah oui. Ça, je joue au foot sans arrêt aussi. Johan Cruyff, c'était la classe. T'as gardé ce goût du foot ? Je suis beaucoup plus rugby maintenant. Entre-temps, j'y ai joué. Alors, en étant de Toulouse. J'ai joué au Stade Toulousain. Pas en équipe première. J'aurais jamais pu. J'avais pas les qualités physiques déjà au départ. Et puis, de toute façon, j'arrêtais pas de bouger. Donc, j'y ai joué. J'y suis resté pendant même pas un an. Mais bon, voilà. Et là, pour le coup, les valeurs d'équipe collective du rugby m'ont plu immédiatement. Alors que la profession de guide, t'es quand même seul. Oui. Mais je partage. Dans une équipe de rugby, il y a un capitaine, il y a un numéro 10, un demi d'ouverture qui oriente le jeu, voire même le premier centre qui oriente le jeu. Il y a toujours des créateurs de jeu et de sens, qui donnent du sens à l'ensemble, au travail obscur parfois des autres. Là, en tant que guide, pour moi, c'est pas trop différent, même si... Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du sport pendant longtemps. Je jouais aussi bien au tennis, sport individualiste au possible, que donc au foot, où j'ai joué au handball, au basket très longtemps. J'ai joué pendant 25 ans au basket. Tout début, c'était à Aigurande, donc dans le sud de l'Indre, là. Puis après, j'ai fait des études à Limoges, donc j'ai joué à Limoges. Et toi, tu es originaire d'ici ? Non, je suis né à Montmorillon, dans la Vienne. Mais j'y ai jamais résidé. Et mes parents habitaient à Aigurande. C'est déjà aux confins. En off, on parlait de ces confins de régions et de départements, des endroits qui sont un peu oubliés, qui ont du mal à se fédérer autour de projets communs, puisqu'en fait, ils ont des directions et des administrations qui sont très différentes. Très différentes et très lointaines les unes des autres. Et on était déjà dans ce cas de figure-là quand on était enfant avec mes frères et sœurs. J'ai une question de néophyte.
toi, par saison, tu es à un seul endroit ou tu peux avoir différentes missions sur différents sites? Alors, en fait, là, je suis salarié. C'est le fonds de portefeuille, en gros. Et puis, le reste du temps, je suis indépendant. C'est à moi de créer des excursions, ce que je propose sur Internet. C'est-à-dire que là, tu es salarié d'Azel Ferron, Je suis par exemple? salarié d'Azel Ferron. Je travaille assez peu. Je travaille même pas. Je n'ai même pas un mi-temps que je n'ai pas demandé. C'est pour justement me libérer du temps pour créer des excursions, les réaliser, les accompagner pour des groupes. Ça, donc, comme je disais tout à l'heure, avec l'objectif de continuer à faire ça, même au-delà de ma retraite, enfin l'âge de la retraite. Je suis aussi en prestation pour des hôtels, des agences, voilà, des offices de tourisme qui feraient appel à moi pour, voilà, moi pour faire des visites. Et comme je suis très réactif et je suis auto-entrepreneur, pour l'instant, je suis pas très cher, donc c'est plutôt intéressant pour tout le monde. Et cette société que tu crées, donc cette micro-entreprise que tu crées, comment tu l'as fait connaître? Alors, elle est déjà créée depuis plusieurs années, en fait. J'ai pas eu le nez creux, je l'ai créée. C'est facile à se souvenir, le 25 décembre 2019. Mais bon, peu de temps après, inutile de rappeler à tes auditeurs ce qui s'est passé. Donc, les touristes, ils étaient pas très nombreux. Exactement. Alors, heureusement que j'avais cette volonté d'avoir les deux statuts, et salarié et indépendant. Ça m'a sauvé, clairement. Mais ensuite, c'était quoi, pardon, ta question? Je m'en rappelle plus. Ah, bon, on est très fort, hein. Quand tu parles de Covid, le confinement arrive au mois de mars, je crois. C'est ça, oui, c'était à mars. Qu'est-ce qui se passe pour toi? J'avais déjà fait une saison à Valençay, et en fait, on repartait pour le 1er mars, dans les mêmes termes que l'année précédente. Et ben là, le confinement n'a pas dû avoir lieu au 1er mars, donc j'avais déjà signé mon contrat. Donc en fait, le choix m'a été donné soit de le résilier, soit, ce qui paraissait peu raisonnable à ce moment-là, soit de bénéficier des aides de l'État. Bon, voilà, on était un peu en stand-by pendant plusieurs mois. Et c'est un coup de bol, hein, franchement. Et qu'est-ce que tu fais pendant le confinement, chez toi? Beaucoup bouquiner, beaucoup regarder des films, parce qu'en fait on apprend aussi beaucoup, c'est la culture générale. Hein, dans une visite, je peux très bien parler d'un film, alors même que je suis en train de parler d'un événement qui s'est déroulé au 19e siècle. Parce qu'il y a des films qui parlent de tout, hein, où je vais parler d'une peinture, voilà, c'est un art comme les autres et qui parle de son temps, comme souvent. Il y a un film qui t'a marqué récemment? Oui, c'est Memory Box. C'est un film libanais. En fait, c'est deux artistes contemporains qui ont réalisé ça sur la base de leurs souvenirs. Ils sont eux-mêmes libanais, donc. Et sur la base de leurs souvenirs d'enfance, c'est les années 80. Bon, ça me parle aussi, parce que pour moi, c'était la même époque. Sauf que j'étais en France, eux au Liban, et on voit comment le Liban a changé. Et alors, je vais pas tout révéler, mais il y a une scène qui se déroule, une scène importante, qui se déroule sur le port de Beyrouth. En fait, le film a sitôt terminé, il y a eu l'explosion du port, et c'est un éternel recommencement. Ce film-là s'insère dans une triste histoire libanaise depuis des décennies, si ce n'est plus. Et un livre? Il y en a un qui m'a marqué parce que ça m'a pris vraiment aux tripes, et c'était. Alors là, c'était pas fortuit du tout, c'est l'exemple inverse de ce que je disais tout à l'heure. Là, c'était vraiment pour créer une excursion que j'ai pas encore faite, mais c'est concernant Miss Etienneau. Un bouquin sur Miss Etienneau, donc bon, je laisse les uns et les autres chercher de quoi ils retournent. Enfin, c'est une injustice flagrante et tellement violente. C'est une histoire de classe sociale aussi, et tout ça sur fond de France de juste l'après-guerre, mais vraiment juste l'après-guerre. C'était très poignant. Il y en a eu beaucoup des bouquins écrits dessus. Certains sont certains sont plus intéressants que d'autres. Dans ce genre d'histoire-là, je vais être pas mal dans l'affectif, même dans les visites, je pense. J'ai retrouvé ma question. Ah. La question était, une fois que tu crées ton entreprise, comment tu te fais connaître? Ah oui, ça c'est le plus compliqué, hein, et de loin. Alors j'ai un site internet, mais qui finalement sert pas de légitimation, mais de vérification en dernier lieu. Franchement, à mon niveau, alors je me suis refusé à faire. D'abord, je suis pas vraiment de la génération électronique, et puis j'ai pas envie de
m'escagasser à faire des référencements, payer déjà pour des référencements. J'ai quelques petites notions. Je suis moi-même sur tout ce qui est réseaux sociaux, Instagram. J'y suis, cela dit, puis c'est pas déplaisant. Mais oui, je suis sur Instagram, je suis sur Facebook, je suis sur etc. Et le site, ça permet aux gens de voir ce que je propose ou ce que j'ai déjà fait. Mais pour se faire connaître, en fait, c'est bouche à oreille. Il y a rien de mieux, d'autant plus que je ne vends pas une prestation identique ou même similaire à celle de n'importe quel autre guide. C'est vraiment c'est à la carte en plus que je propose. Donc, pour se faire connaître, c'est compliqué. Ça passe par tout un réseau de connaissances, office de tourisme, dont on parlait tout à l'heure, les hôtels, des restaurants, etc. Voilà. Là, pour le coup, je me vends moi-même, c'est certain. J'ai une question pas facile. C'est si tu avais quelque chose à refaire dans ta vie, qu'est-ce que tu referais d'une autre manière? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des erreurs que j'ai faites et que je fais encore récemment, liées à un tempérament un peu sanguin. C'est vrai? Oui. L'injustice, la frustration, à un moment donné, il faut savoir la gérer. J'ai pas toujours su le faire. Et là, effectivement, ça m'a joué des tours. Professionnellement, ça te joué des tours? Non, pas professionnellement. Non, professionnellement, c'est un cadre très différent. Il y a quand même une certaine distance, quoi. J'ai pas lieu de me mettre en colère vis-à-vis de qui que ce soit. Après tout, chacun est bien libre d'apprécier ou pas mon travail, de ne pas, voilà. Non, c'est plus à titre personnel. Mmh. Tu gardes des liens avec les gens qui ont fait des visites avec toi? Ça m'est arrivé, oui. Oui. En plus, comme là, ma zone de chalandise, c'est-à-dire où je rayonne le plus naturellement, simplement possible, puisque je peux certes aller travailler à Lyon parce que j'y habité et je connais bien et j'adore, à Toulouse, pareil, etc. Je vais pas aller à Paris, j'y habitais aussi, mais là il y a vraiment trop de monde. Mais je travaille entre, disons, Romorantin, Poitiers, Limoges, Bourges, disons, un truc comme ça, disons. Ça fait une sorte de diamant, tiens. Et donc je vois, je suis amené à recroiser des gens que j'avais déjà vus auparavant. Là, il y a quelques jours, à Azelferron, c'est pas si loin de Valençay, il y a des gens qui m'ont reconnu. Alors, de fait, on n'avait pas gardé le contact. Mmh. Mais le contact, il s'établit justement par le biais de cartes de visite que je leur donne ou parce que je m'intéresse à ce qu'ils font eux aussi. Sans que ça soit pour autant toujours dans le tourisme. Mais il y a des gens qui sont très intéressants et dans une visite où on échange des points de vue, effectivement, on découvre un peu des personnalités et le cas échéant, on a peut-être envie d'aller découvrir un peu plus. Ouais. Mmh. Bon, ça se compte sur les doigts d'une main. Ouais, oui, j'imagine. Tu parles de Lyon ou Paris. Il y a une ville vraiment que tu aimes bien? J'ai adoré Toulouse. Toulouse? J'ai adoré Toulouse. Pourtant, c'était pas une période facile pour moi. Je travaillais dans la pub et on avait le gestionnaire de la boîte. Je bossais pour un gars qui est je vais pas le nommer, mais il est de l'équipe première du Stade Toulousain. Et c'est en fait comme ça que ça s'était mis en place. Je l'avais rencontré complètement par hasard. Je vendais des bouquins. Et comme j'étais plutôt insistant et pugnace, il m'avait dit mais voilà, c'est un commercial comme ça qu'il me faut. Bon, il m'a recruté dans sa boîte. Le gestionnaire nous avait complètement plantés. Et donc, on n'était plus payé. Enfin bon, c'était dur. Ça avait duré donc une petite année à Toulouse. Mais c'est tellement vivant. C'est tellement... rien que la couleur, Nougaro chante ça tellement bien, avec un peu de mélancolie, lui. Mais c'est chantant là-bas. C'est brillant, c'est coloré, vivant. J'ai adoré Toulouse. C'est l'ambiance ou l'histoire? C'était l'ambiance. Sur le moment, c'était l'ambiance. Oh là, à l'époque, j'avais pas trop le temps de bouquiner des trucs comme ça. Fallait que je fasse bouillir les marmites. C'était plutôt difficile, oui. Ouais. Si tu devais me conseiller un pays à visiter? Un conseil, c'est, je dirais, une opinion, simplement. Mais il y en a deux qui sont très intéressants. Et là, curieusement, c'est pas forcément pour leur patrimoine bâti ou leur histoire, c'est le Chili et la Nouvelle-Zélande. Et ils ont en commun d'être très étendus,
mais sur des latitudes très différentes. Si je me souviens bien, le Chili, ça va faire 6000 km du nord au sud. Et donc, on a des biotopes très, très différents. C'est un pays qui est fascinant pour ça. Faut faire du kilomètre, bien sûr. Mais on découvre du nord au sud, du désert, ensuite de la pampa, bien entendu la montagne avec les Andes, des zones de marécage. Ensuite, c'est la terre de feu. Enfin, j'en oublie au passage. Hein. Des zones de lacs. Bon, il y a des villes aussi qui sont intéressantes. La Nouvelle-Zélande, c'est pareil. Au nord, c'est tropical. Et alors, bien sûr, puisque c'est l'hémisphère sud, hein, donc le nord est tropical. Et le sud est plutôt frisqué, quoi, tempéré, voire un peu moins. T'es plutôt hôtel ou plutôt route je me débrouille? Ah je me débrouille, mais ça m'empêche pas d'aller à l'hôtel. Ça fait partie de la débrouille. Ça devient de plus en plus délicat hein, maintenant, sac au dos et planter la tente n'importe où. Par le passé, je voyageais sur 1 an, 6 mois, 3 mois minimum. Hein. Ah oui. Ah oui, c'était 3 mois minimum. Voire 2. Enfin, ça s'est réduit avec le temps. Je pense que c'est un peu pour tout le monde pareil. Il y a plein de gens, à mon avis, qui ont fait comme moi. Donc tu peux visiter un pays pendant 3 mois? Ah bien sûr. Là, il faut que je pense au Japon, qui a des points communs avec ce que j'ai mentionné, le Chili et la Nouvelle-Zélande, hein, qui s'étendent du nord au sud sur une large palette. Il va me falloir du temps, oui. Mais il faut un budget aussi. Ah oui, il faut un budget. Bon, éventuellement, on peut travailler sur place aussi. Hein. Ça m'est arrivé en voyage. En Nouvelle-Zélande, c'est pas très original, j'avais gardé des moutons. Hein. Enfin, garder, c'était plus pour les rassembler. Et puis, c'était au moment de la tonte. Et comment tu trouves ça là-bas? C'est une fois de plus, c'est les contacts. Au Pérou, j'avais fait du marketing au Pérou pour un gars qui tenait un restaurant à Trujillo. Et en fait, il avait aussi des restaurants à Miami et aux États-Unis. Et donc, il me proposait d'aller plus loin. Je lui avais dit non, je te fais un petit topo là, je te refais ta communication. Puis voilà quoi. On s'était rencontrés dans une compétition de surf. Voilà. Et on discutait, et on buvait un verre ensemble, et voilà, et on échangeait. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Il me demandait. Voilà, moi je me balade. Mais là, j'étais parti pour 1 an, donc 1 an en Amérique du Sud. Donc sur une année, j'avais dû y passer 15 jours sur son boulot, payé à la tâche, si on peut dire, payé à la prestation. Voilà, j'avais bossé pendant 15 jours pour lui faire un rapport, lui expliquer qu'est-ce qu'il devait faire, comment il devait changer sa com. À l'époque, c'était affiche. Il n'y avait pas d'internet à proprement parler. Enfin, c'était pas développé. Puis de toute façon, c'était une clientèle locale. J'avais fait ça. À partir d'une compétition de surf? Oui, à partir d'une compétition de surf. Ouais. Tu fais du surf? J'ai essayé. J'ai plutôt visité les fonds marins. Ok. Ça se passe comment une journée de guide? Les journées bien remplies, c'est ça. Il faut enchaîner vraiment les visites. Sinon, les journées un peu plus calmes où on a le temps de donner un coup de main au personnel du château. Là, je pense forcément à Azelferon. Hein. Pour ranger, puisqu'il y a des événements qui sont organisés, donc il faut ranger du matériel ou l'installer. Il y a des visites à préparer aussi, cela dit. Là, récemment, il y avait le week-end international, je me souviens plus exactement du nom, faudra m'excuser, mais des jardins. Donc il a fallu que je prépare une visite sur les jardins, le parc paysager d'Azelferon. Là pour le coup je suis pas trop, j'ai pas de connaissances particulières. J'aime beaucoup, mais je peux pas tout connaître. Les fleurs c'est super compliqué, donc je me suis contenté déjà du parc paysager en faisant des recherches sur sa création et la genèse de ces parcs paysagers en France. Il y a beaucoup d'arbres à Azelferon, je crois. Oui, c'est très boisé, absolument. Très beaux arbres d'ailleurs. C'est les frères Buller en fait, c'était des gens très connus, vraiment très connus au 19e siècle. Pour tous les gens qui vont écouter, les prébendes de Doé à Tours, c'est d'eux. À Lyon, la Tête d'Or, c'est eux. Enfin voilà, c'est quand même des grosses commandes. Et j'en passe, c'est des meilleurs. À Limoges, tiens, pour les Limogeaux qui nous écouteront, le chant de juillet, c'est aussi les frères Buller. D'accord, ok. C'est une question que j'aime bien poser. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien? Ça, c'est mes souvenirs du stoïcisme. Je lisais beaucoup à une époque Sénèque et Marc Aurèle. Et donc, je m'étais fait une petite maxime à moi. Il ne faut pas anticiper le malheur, sauf à le vivre 2 fois. C'est ça aussi, c'est une partie du stoïcisme. C'est tout ce sur quoi on n'a pas de prise
Il faut laisser glisser en termes plus vernaculaires là. Ce sont des préceptes, mais que j'arrive pas toujours à mettre en place. Oui, à mettre en place pour moi-même. D'accord. Est-ce que tu as eu dans ta vie un succès dont tu es vraiment fier ? Ah oui. Enfin, là aussi c'est pareil, puisqu'on est un peu au débeauté, il y aurait certainement autre chose, mais je faisais du marathon à un moment donné. Malheureusement, une amie était décédée et son compagnon s'était promis de faire un marathon. J'étais à Paris à l'époque, de faire un marathon en son souvenir. Par contre, il sentait pas de le faire seul. Il m'avait demandé. Bon, j'étais plutôt sportif, hein. Donc je me suis mis à m'entraîner. D'ailleurs, je m'étais tellement entraîné qu'après j'ai continué à en faire pendant plusieurs années, et puis des triathlons aussi. Enfin bon. Et quand dans cette phase-là, je m'étais fixé de finir dans la même heure, ce qui est relativement facile si on y songe, dans la même heure que le vainqueur, c'est-à-dire que les vainqueurs finissent à l'époque ils finissaient en 2h10, peut-être un petit peu moins. Maintenant on est à 2h04 le marathon. Et ben il fallait donc que je fasse 2h59, ce que j'ai fait. Oui, j'ai réussi une fois à faire 2h59, 31, un truc comme ça. Et là, je m'étais bien déchiré et j'étais très fier de moi. À quoi tu penses quand tu cours 42 km ? En ce qui me concerne, hein, je pense pas à grand-chose. Il y a des moments, je pense à m'hydrater, à manger. Je pense c'est mon corps, j'écoute mon corps, voilà, les douleurs, parce qu'il y en a hein, forcément pendant toute la course. Il y a la fameuse barre des 30 km qui est un peu valable pour tout le monde, mais c'est avant tout psychologique. Enfin, voilà, il faut être à son écoute. Donc on pense pas à grand-chose, enfin moi, hein, pense pas à grand-chose d'autre en dehors. Lors des entraînements, quand tu te fais, quand je faisais plutôt 10 km, là tu avais le temps de penser à ta journée, à ce que tu devais faire le lendemain, à la rigueur, ok. Mais quand tu fais vraiment un entraînement diffractionné, des choses comme ça, tu penses d'abord à ce que tu fais, à l'instant présent. C'est d'ailleurs, à mon avis, une des grandes... pas qualité, mais enfin, c'est un point fort de l'endurance, de ces sports pas du tout explosifs qui sont sur la durée. Mm-hmm. Ça t'amène à une certaine introspection. Mm-hmm. Tu cours toujours un peu ? Oui, je m'y suis remis là. Je m'y suis remis un peu, ouais. Ça se passe bien ? Ah oui, très bien, ouais. Ah oui, je fais 2 km. Emmanuel, si on veut te contacter. Le plus simple, hein, voilà, je suis quand même très verbal. C'est le 06 78 70 12 49. Ça, c'est mon téléphone. De toute façon, pour ce qui est des visites que je propose à la carte, il faut de toute manière, à un moment ou à un autre, qu'on échange d'abord pour que je sache ce que les gens aiment, ce qu'ils attendent de cette visite, de cette journée ou de cette demi-journée. Hein, ça, c'est une certitude. Et puis pour voir ce que j'ai fait ou ce que je propose d'ores et déjà, il y a le site voyageurs au pluriel d'histoire au pluriel.fr. D'accord, voyageurs d'histoire. Voyageurs d'histoire, ouais, c'est le nom de la boîte. C'est un joli nom. Oui, j'en avais d'autres, mais bon, j'ai choisi celui-là parce que, en plus, bon, ça ne transparaît pas sur le net évidemment, mais c'est avec un H majuscule, donc c'est la grande histoire et les petites histoires avec le S à la fin. Quant à nous sommes tous des voyageurs, hein, même si on bouge pas toujours autant qu'on le souhaite. L'être humain est un grand voyageur. Hein. T'aimais bien cette époque historique des grands voyageurs ? Ah oui, bien sûr. Oui. Oh, puis les grands voyageurs, les grandes découvertes, enfin les Shackleton, tous ces gens-là. Il y a aussi l'aspect scientifique, mais c'est vraiment la découverte de notre planète. En plus, maintenant, je pense que on commence à comprendre, même si, on commence à comprendre que voilà, c'est notre planète et il y en aura pas d'autres. Il y aura pas. On a un espace-temps, un espace géographique qui nous est limité, quoi. On est sur cette planète, il va falloir faire avec. Il n'y aura pas d'autre solution. Emmanuel, j'ai toujours une dernière question, qui est toujours la même. Quel est ton endroit préféré dans le Berry ? J'allais dire mon lit, mais bon... Ouais, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui pourront le visiter. Non, pour les visites, non. Je me réserve l'endroit. Dans le Berry. Ouais. J'ai découvert un endroit super sympa. Il y a pas, c'était il y a 2-3 ans. Par contre, le situé, c'est une rivière. Enfin, il y a pas grand monde. J'étais parti à Bourges et c'était du côté de Reuilly, Quincy, après. Et c'était absolument délicieusement champêtre. Mais bon, voilà, je vais pas pouvoir le situer précisément. Il faudrait que faut que je reprenne la même route et là je retomberai dessus sans difficulté. Tu reprends tes cartes ?
Oui, il faut que je reprenne mes cartes et puis bon, j'ai une bonne mémoire et bon sens d'orientation et ça serait aussi important. Sinon, dans le Berry, alors il y a un endroit, enfin la vallée des peintres, ça aussi j'adore. Ça j'y allais aussi souvent quand j'étais enfant. Crozant, tout ça, c'est un terrain de jeu, Gargilès, c'est un terrain de jeu formidable, hein, et aujourd'hui encore. Et voilà des endroits où il y a finalement pas tant de monde que ça, et où on peut faire de la rando, faire découvrir des petits endroits qui sont absolument soit charmants, soit incroyables, hein, mystérieux voire même. Merci en tout cas Emmanuel. Je t'en prie Stéphane. Pour cette conversation un peu décousue. oui. Tant que c'est pas cousu de fil blanc, ça va. En tout cas, merci, on te suivra sur le site, j'imagine. Merci beaucoup. C'était un plaisir de se revoir, hein, parce que ça faisait longtemps. Il a fallu se retrouver, hein, parce que le Covid n'a pas aidé. Se retrouver à Argenton. Oui, voilà encore une ville qui mérite d'être connue, hein, franchement. Et voilà des choses aussi que je parle, parce qu'avec ma formation économique au départ, et après historique, je parle souvent d'économie, et ça me tient à cœur aussi, toute cette histoire industrielle de la France qui aujourd'hui, pour des jeunes par exemple, n'a aucune visibilité. Industrie textile ici. Industrie textile absolument à Argenton. Il y a le musée de la chemise qui est très intéressant. Enfin voilà. Okay. Beaucoup de choses à découvrir ici dans l'Inde et dans le Berry en général. Ok. Merci Emmanuel. Je t'en prie. Salut. À bientôt. Hello, j'espère que cette conversation vous a plu et que vous contacterez Emmanuel pour organiser une visite sur le thème de votre choix. Et si vous le croisez au château d'Azelferron, dites-lui que vous avez écouté le podcast, il sera ravi. Goodberry a dépassé cette année la barre des 5000 téléchargements. Merci donc à tous ceux qui partagent les épisodes sur Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et dorénavant YouTube qui héberge les 2 premières saisons. Comme le fait Apple Podcast, Deezer ou Spotify. Voilà, tout est en place pour faire de cette 3e saison un succès grâce à vous. Je vous donne donc rendez-vous pour un prochain épisode qui devrait swinguer. D'ici là, inspirons-nous.